Quelque part, dans le Loir-et-Cher, nous sommes partis à la chasse aux radiations. Avec nous, une équipe d'un laboratoire indépendant de contrôle de la radioactivité. Dans notre ligne de mire, des traces de contamination radioactive. Quelques minutes suffisent pour que notre compteur nous mène ici, au bord de la Loire. Et voilà, on est sur une parcelle qui présente une petite anomalie. Il y a quand même des variations du simple au double facile. Après analyse de ces échantillons, nous apprendrons que la source de ces radiations est du césium, en grande quantité. Cet élément n'est pas présent à l'état naturel. Ce ne peut être que les traces d'un accident nucléaire. De l'autre côté de la rive, justement, la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. Le grand public ne le sait pas, mais en réalité, ici, dans cette centrale, 2 accidents nucléaires majeurs ont eu lieu, en 1969 et 1980. 2 événements qui font partie des 10 plus graves accidents nucléaires dans le monde. Des accidents passés sous silence par EDF. On n'a pas fait un communiqué à la presse, parce que c'est une bonne manière d'avoir tous les ennuis possibles. Pendant 6 mois, nous avons sillonné la France du nucléaire et découvert d'autres mensonges. Car le nucléaire a fait beaucoup de promesses. Il a par exemple promis qu'il était une énergie propre. On ne va pas parler de fuite, ça n'a pas de sens. Dans les faits, quelque chose de radioactif s'échappe de ces déchets et la réponse est oui. Une industrie qui a la mauvaise habitude de camoufler ses problèmes derrière des questions de vocabulaire. Donc c'est pas du recyclage ce que vous faites? Recyclable. On n'a jamais dit recycler. C'est infime comme différence. Bon, je pense pas, non. Omission, mensonge, le grand public n'a jamais été pleinement informé des failles du nucléaire. Loin de la version officielle, qui présente le nucléaire comme l'énergie miracle, bon marché et sûre. 1, 2, 3, 4, 5. Enquête sur un demi-siècle de manipulation radioactive. Dans le nucléaire, le mensonge, c'est une longue histoire. Il était une fois, en France, des ingénieurs qui avaient imaginé une énergie comme le pays n'en avait jamais possédé. Cette énergie miracle, c'était le nucléaire. Nous sommes en 1963. La première centrale nucléaire française Est inaugurée. Dormez, bonnes gens, l'industrie de l'atome veille. Voici l'ère du nucléaire, une énergie propre, ultra performante et pas chère. Une fable à laquelle nous avons tous cru. Mais il y a un mais. Les ingénieurs qui ont conçu nos centrales nucléaires, ce sont les mêmes qui avaient déjà mis au point notre bombe atomique en 1960. Une origine militaire, avec à la clé la culture du secret, et même un certain art du mensonge. Premier mythe, une incroyable exception française. Nos centrales seraient plus sûres que les autres. La preuve, des accidents nucléaires, il y en a eu aux États-Unis avec Three Mile Island, à Tchernobyl, puis à Fukushima. Mais apparemment, jamais en France. Nous exploitons un nombre relativement important de centrales, et avec tout ça, nous n'avons jamais eu d'accident nucléaire. Les responsables d'EDF et leurs ingénieurs rivalisent d'assurance pour nous convaincre. À propos de ce réacteur nucléaire, est-ce qu'il peut y avoir une explosion? Non, alors là, la réponse est très simple, très courte, non, jamais. Les politiques, très sur d'eux, nous le répètent aussi. En France, nous n'avons encore jamais eu à déplorer d'accident. Depuis que le nucléaire existe, nous n'avons jamais connu un accident grave. Vraiment? Nous allons vous expliquer comment 2 accidents nucléaires majeurs ont été passés sous silence. Ici, dans cette centrale en bord de Loire, Saint-Laurent-des-Eaux.
C'est une petite ville du Loir-et-Cher, Saint-Laurent, qui d'ordinaire n'attire pas les caméras. 4000 habitants, son marché le vendredi, ses quelques commerces, sa boucherie, son école primaire et sa centrale nucléaire. C'est une des plus vieilles centrales de France, sortie de terre à la fin des années 60. À l'époque, la France mise tout sur le nucléaire. Et EDF embauche à tour de bras pour construire ces centrales qui doivent apporter l'indépendance énergétique. Daniel Robert est un de ces ouvriers pionniers du secteur. Ici, il a été témoin du premier accident nucléaire français. C'était en 1969, le 17 octobre. La centrale, tout juste mise en service, frôle le pire. Tout se déroule au cœur du réacteur numéro 1. Le premier réacteur, c'est lequel? C'est celui de gauche ou de droite? Celui de gauche. C'est là Saint-Laurent A1 et là Saint-Laurent A2. De cette époque, l'ancien ouvrier d'EDF a conservé quelques photos. Ça, c'était l'accès au réacteur par ce qu'on appelle le tunnel d'accès, la porte lourde. Et donc ça, c'est la tenue traditionnelle. Il faut savoir que là-haut, il faisait 45 ou 50 degrés. Que s'est-il passé le 17 octobre 1969 dans le réacteur numéro 1? Au cœur du réacteur, des canaux noirs. Chacun d'entre eux renferme des barres de combustible, de l'uranium. Pour fonctionner en toute sûreté, ces barres sont régulièrement refroidies. Mais ce jour-là, un ouvrier fait une erreur et bloque le refroidissement des canaux. L'air ne peut plus s'évacuer. La température augmente brusquement. À l'intérieur des canaux, de l'uranium se met à fondre. 50 kilos se répandent dans le réacteur. En vocabulaire nucléaire, c'est une fusion du cœur. Un accident grave. Il y en a eu seulement 10 dans toute l'histoire. Si le réacteur n'est pas arrêté à temps, la fusion peut provoquer une explosion. C'est ce qui s'est passé à Tchernobyl. Mais à Saint-Laurent, l'arrêt d'urgence est activé. La catastrophe est évitée de justesse. Et puis ça, c'est des photos qui montrent un peu la construction. Quelques jours plus tard, Daniel Robert, ici à gauche, est envoyé dans le réacteur pour faire des réparations. Il avait 25 ans. Sur cette autre photo de l'époque, voici ce qu'il découvre dans le réacteur. Expliquez-nous ce qu'on voit là-dessus. Si ça vous rappelle des souvenirs ou pas. Et ça, je pense que c'est un morceau qui a fondu et qui a... Ça, c'est de l'uranium fondu, ça? Et voilà. Et donc, voilà ce qu'on devait gratter. Vous voyez. Et ça adhérait assez fortement à la paroi. Donc, il fallait gratter pour pouvoir le récupérer. Dans cette vidéo interne, les responsables de la centrale ont reconstitué les réparations faites dans le réacteur. Ton intervention était très limitée à cause de la radioactivité. Lors de l'intervention, on pouvait prendre en quelques minutes la dose admissible pour une année de travail. Et après, donc, ce qu'on appelait, on était au vert. On ne pouvait plus intervenir en zone irradiée. Pendant toute l'année? Pendant toute l'année. Un accident nucléaire majeur, resté secret. Est-ce que vous vous souvenez de comment on a parlé de l'accident à l'extérieur, au grand public? Non, du tout. Et moi, même des années après, même aujourd'hui, on n'a pas l'impression que les gens ont su qu'il y avait cet accident. J'ai pas l'impression, parce qu'on n'en parle pas pratiquement. À l'époque, l'événement ne fait aucun bruit dans les médias. Même les riverains de la centrale ne sont pas informés. Pourtant, quelques années plus tard, l'autorité de sûreté nucléaire, le gendarme du secteur, classe officiellement cet événement comme accident nucléaire. Pour cela, l'autorité s'appuie sur cette échelle internationale. Les 3 premiers niveaux concernent les incidents, des problèmes techniques sans danger pour l'extérieur de la centrale. Au-delà du niveau 3, on entre dans la catégorie accident. Cela implique forcément des rejets radioactifs. Le niveau 7, le plus grave, correspond aux catastrophes comme Tchernobyl ou Fukushima, et donc à des rejets radioactifs mortels. La fusion du cœur de la centrale de Saint-Laurent sera classée niveau 4.
C'est officiellement un accident nucléaire, classé comme tel. Un accident exceptionnel, il ne restera pas isolé. Onze ans plus tard, le 13 mars 1980, un deuxième accident va se produire dans cette même centrale. Un accident encore plus grave. Cette fois-ci, c'est l'autre réacteur, le numéro 2, qui va dysfonctionner. Nous avons retrouvé l'un des témoins de cet accident. À l'époque, il est mécanicien intérimaire pour EDF. Il s'appelle Yannick Gousset. Ce jour-là, dans le réacteur, pas d'erreur humaine, mais un défaut de maintenance. La centrale va connaître une deuxième fusion du cœur. Ce jour-là, il y a une tôle qui s'est décrochée et vient se obstruer les canaux. Plusieurs canaux, je crois de mémoire 2 ou 3. Le morceau de tôle rouillé détaché du toit va donc bloquer le refroidissement normal de l'uranium. La température augmente jusqu'à atteindre plus de 1000 degrés. Et obligatoirement, le gaz ne pouvait plus passer. Et donc les canaux n'étant plus refroidis, ils sont montés en température jusqu'à la fusion. Ici aussi, des dizaines de kilos d'uranium fondent et se répandent dans le réacteur. La centrale est arrêtée en urgence. Une nouvelle fois, la catastrophe est évitée de peu. Les réparations peuvent commencer. Elles dureront presque 3 ans. C'est plus que grave. Ça serait maintenant, je pense que les ONG demanderaient l'arrêt de la filière nucléaire si ça arrivait encore aujourd'hui. Je vous dis pas, ça ferait la une des 20 heures pendant quelques semaines. Mais en 1980, l'accident de Saint-Laurent est bien loin de faire la une de l'actualité. Un seul reportage, à l'époque, à la télévision nationale. Il relaie ce qui va devenir la version officielle. Il n'y aurait aucune raison de s'inquiéter. C'est la centrale nucléaire de Saint-Laurent-A qui a dû être arrêtée jeudi soir. Une importante augmentation de la radioactivité ayant été détectée. Un communiqué d'EDF précise qu'il n'y a aucun danger tant pour les populations environnantes que pour les travailleurs de la centrale. Et c'est tout. Quelques mois plus tard, cette version rassurante va être écrite dans un document officiel. Il date de 1980. C'est le rapport annuel du SCPRI, le nom du gendarme du nucléaire de l'époque. Là, on pourrait imaginer que l'accident de 1980 à Saint-Laurent-des-Eaux fait la une du rapport. En fait, pas du tout. Il faut aller chercher très loin dans le rapport, en fait à la fin. Et alors, c'est étrangement rédigé. C'est classé sous la catégorie incident divers sans conséquence après vérification. Et 13 mars 1980, il est dit qu'il y a eu un rejet anormal d'une faible quantité de radioéléments dans une centrale. C'est tout ce qu'on dit sur l'accident. Le rapport officiel est formel. Il y aurait eu seulement de faibles rejets radioactifs, et uniquement à l'intérieur de la centrale. Peu après l'accident, l'industriel organise une réunion d'urgence à la préfecture de Blois. Michel Emer, conseiller général, était présent. Ce jour-là, EDF annonce discrètement aux élus que l'accident va tout de même engendrer des rejets radioactifs à l'extérieur. Là, dans cette salle, pendant cette réunion, est-ce qu'on vous dit que l'accident va avoir des conséquences? On nous dit qu'il faudra dégonfler le réacteur, c'est-à-dire rejeter à l'atmosphère le gaz carbonique. Du gaz carbonique chargé de radioactivité. Absolument. Et cela se fera au travers de filtres et dans le respect des limites annuelles autorisées. Voilà le discours de l'époque. Et c'est à l'époque vous y avez cru? Oui, oui. Il n'y a pas d'éléments précis permettant de le mettre en doute. L'accident n'a-t-il vraiment entraîné que quelques rejets de gaz carbonique dans l'atmosphère? 35 ans après, nous avons découvert que la réalité est bien différente de la version officielle. Car au cours de notre enquête, nous avons pris contact avec un ancien salarié de la centrale. Selon lui, les rejets provoqués par l'accident ont été bien plus graves.
il a préféré ne pas apparaître à visage découvert. Pendant plus de 20 ans, il a travaillé à la centrale comme technicien. Dans son grenier, il conserve précieusement un document confidentiel, le rapport interne de la centrale pour l'année 1980. Un document inédit, révélé ici pour la première fois. Quand j'étais à l'intérieur, les premières années, j'étais comme le public. Bon, je savais qu'il y avait eu un incident de fusion, mais les rejets, c'était pas crié dans les couloirs de la centrale. Hein. C'est après, petit à petit, en grattant un petit peu, en récupérant un rapport par-ci, par-là, j'ai pu faire la différence entre le discours officiel et la réalité des faits. Ce qu'il a découvert est loin d'être rassurant. C'est écrit noir sur blanc. Des rejets radioactifs extrêmement dangereux ont eu lieu. À la page 81 du rapport confidentiel, on lit que l'accident a entraîné le rejet d'émetteurs alpha. En jargon nucléaire, les émetteurs alpha, c'est du plutonium. Un élément hautement radioactif, la substance la plus dangereuse sur Terre. Pour comprendre d'où vient ce plutonium, il faut revenir au lendemain de l'accident. Dans le réacteur, après la fusion du cœur, le combustible fondu a libéré des milliers de particules de plutonium. Elles se sont alors répandues partout dans le réacteur. Pour remettre la centrale en fonction, il a alors fallu nettoyer ces particules de plutonium. Comment EDF s'en est-elle débarrassée? Tout simplement en rejetant le plutonium directement dans la Loire. Une pratique totalement illégale. La loi précise bien qu'une centrale nucléaire ne doit en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha, donc du plutonium, à l'environnement. Pourquoi EDF l'a-t-elle fait alors? Notre témoin a une petite idée. Il faut comprendre aussi que EDF était en train de construire un parc de réacteurs gigantesque. Donc dire qu'il peut y avoir des accidents graves avec rejet de plutonium dans l'environnement, avec des gens qui habitent à côté, où il y a des écoles, bon, ça aurait fait tâche, quoi. Donc c'est pour ça que pendant des décennies, ces rejets en Loire ont été tus. Une pratique illégale qui va pourtant durer 5 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour diluer ce plutonium dans la Loire. Selon les textes en vigueur, si un tel rejet se produisait aujourd'hui, il faudrait évacuer les populations autour de la centrale. La direction actuelle d'EDF a refusé de nous répondre sur ces rejets illégaux. Mais nous avons obtenu un rendez-vous avec le président d'EDF de l'époque, Marcel Boiteux. Et on va lui présenter ce document, le rapport d'activité 1980 de la centrale, un document interne à EDF. Dans ce document, il est clairement marqué, c'est ici, à la page 81, que la centrale a rejeté du plutonium dans l'environnement suite à l'accident. C'était interdit à l'époque, c'est toujours interdit aujourd'hui. Et à ma connaissance, Marcel Boiteux n'a jamais été interrogé sur cette question. Marcel Boiteux est aujourd'hui le président d'honneur d'EDF. Pendant un demi-siècle, il a été la voix du nucléaire en France, son plus grand défenseur. Avant de lui présenter nos documents, nous tenons à lui poser une question toute simple. Est-ce que vous, en tant que patron d'EDF, vous avez eu à gérer un accident? Non. Marcel Boiteux dit avoir oublié l'accident de Saint-Laurent en 1980. Pourtant, au fur et à mesure de l'entretien, son discours va évoluer. Ce qui m'alerte, c'est que dans le document interne donc, de la centrale, le document de 1980, il est marqué quelque chose qui est assez troublant, qu'on a rejeté du plutonium directement dans la Loire. C'est quand même pas grand-chose. Mais c'est du plutonium. Oui, mais enfin... Mais c'est interdit. Oui, bien sûr. C'est pas bien, mais c'est pas grave. C'est ça que vous... C'est illégal. Mais c'est illégal de tuer son voisin quand vous êtes en voiture et que vous rencontrez la voiture d'en face et vous tenez mal votre volant. En cas d'accident, il se passe quelquefois des choses qui sont illégales quand on est conscient. Et pourquoi l'avoir toléré à l'époque? Je pense que si on l'a fait avec l'accord des pouvoirs publics, on n'aurait pas pu faire ça autrement. Est-ce que vous comprenez qu'avec le recul, on pense que des choses ont été cachées, dissimulées? Il y a des gens qui le pensent, moi je ne le crois pas. En fait, on a toujours publié ce qui se passait.
Mais ça, par exemple, non. Le rejet de plutonium, ça n'a jamais été publié. C'est dans un document interne. On n'a pas fait un communiqué à la presse disant il y a du plutonium qui est sorti dans la Loire. De toute façon, c'est pas dangereux parce que c'est une bonne manière d'avoir tous les ennuis possibles. On aurait vu toute une population s'enfuir affolée d'accidents de voiture et tout ce qui va avec. Il faut être responsable dans ces cas-là. Oui, une manière d'être responsable, c'était aussi peut-être de ne pas enfreindre la loi et de ne pas rejeter ce plutonium. Mais à mettre où? Je ne sais pas, je vous demande. On l'a pas fait pour le plaisir. Voilà. Le patron d'EDF à l'époque vient donc de reconnaître avoir rejeté en toute illégalité du plutonium dans la Loire. L'accident de Saint-Laurent a donc eu des conséquences bien plus graves que celles admises dans la version officielle de 1980. 14 ans plus tard, il a été discrètement classé accident nucléaire de niveau 4. Mais là encore, les autorités ont minimisé. Car ce niveau ne prend pas en compte le rejet de plutonium, resté secret jusqu'à aujourd'hui. Avec ce rejet, l'accident aurait pu être classé niveau 5. Contrairement à ce qu'on nous a raconté, il y a donc bien eu 2 accidents nucléaires en France. Et le mensonge ne s'arrête pas là. Deuxième promesse, le nucléaire ne serait pas sale. Ce serait même tout le contraire. Car le nucléaire est une énergie propre. Propre. D'ailleurs, il ferait très peu de déchets. Les déchets radioactifs français, pour tout le parc nucléaire sur les 30 ans de fonctionnement et les 58 réacteurs, c'est la taille d'une piscine olympique. Une seule piscine olympique pour tous les déchets du nucléaire. Vraiment? Encore une fois, tout ça est faux. Vous allez voir que le nucléaire fait beaucoup plus de déchets qu'une piscine olympique. Mais alors beaucoup, beaucoup plus. Pour le comprendre, il suffit de se rendre à La Hague. Cette région, tout au nord du Cotentin, est surtout connue pour son usine nucléaire. Tout près de la fameuse usine, trône une énorme butte de gazon. Le centre de stockage de déchets de la Manche. Sous la pelouse, des centaines et des centaines de fûts. Pendant 30 ans, l'industrie nucléaire y a déposé des milliers de tonnes de déchets radioactifs, des outils, des gravats, des liquides, venus de toutes les centrales de France. C'est tellement grand qu'on peut même rouler dessus en voiture. La directrice du site nous fait la visite. Ça fait combien les dimensions là? Oui, le centre de stockage de la Manche s'étend sur une douzaine d'hectares, 600 de long par 300 de large. 600 mètres de long, 300 mètres de large. Et en volume, il y a combien de déchets qui sont en dessous? Environ 550 000 mètres cubes de déchets. 550 000 mètres cubes de déchets. Et c'est intéressant parce que là, on est beaucoup plus qu'une piscine olympique ici. Ah oui, ça, on est plus qu'une piscine olympique. Après, le référentiel est un peu marrant. Et donc 550 000, ça doit faire 100 piscines olympiques à peu près. Non, 100 piscines olympiques. En fait, 137 piscines olympiques, exactement. Soit un petit peu plus que ce qu'on nous a raconté. C'est la taille d'une piscine olympique. Revenons au centre de stockage de la Manche. Une fois remplie, cette poubelle radioactive a été recouverte de plusieurs couches, censées protéger les déchets des infiltrations de l'eau de pluie. Grâce à son couvercle, cette poubelle nucléaire serait donc parfaitement inoffensive pour l'environnement. Ce site, en réalité, son impact sur l'environnement, il est très faible. Il est de plus de 1000 fois inférieur à l'impact de la radioactivité naturelle. Mais cette poubelle radioactive est-elle totalement étanche? Un ancien employé est persuadé du contraire. Léon Lemonnier a travaillé pendant 30 ans à La Hague. Pour lui, le fond de cette poubelle pose problème. Et pour cause, elle a été installée à la fin des années 60 sur un site inattendu, un marais. Oui, des déchets radioactifs dans un marais. À cette époque, on vous dit qu'on va entreposer
les déchets et tous ces fûts sur un site qui est à l'origine un marais. Donc avec Qui est un marais, oui, ça s'appelle le marais. D'ailleurs, toutes les sources alimentant l'Ague partent de là, et c'est là où les locaux allaient à la chasse aux canards et ainsi de suite, avec des bottes, hein, bien entendu. Hein. Donc, c'est un non-sens. Hein. Le marais est aujourd'hui asséché, mais sous le site de déchets, il reste une nappe phréatique. Une nappe où 2 cours d'eau prennent leur source. Pendant des années, Léon Lemonnier et ses collègues ont rempli cet ancien marais de centaines de fûts de déchets radioactifs. Nous lui montrons d'anciennes photos de ces fûts, tels qu'ils ont été déposés dans les années 70. Ça ? Voilà, le stockage de fûts tel qu'il a été fait à un moment. Vous, c'est le genre de fût que vous avez déposé dedans ? C'est pire que ça, il était balancé. Hein. Pour lui, aucun doute possible. Ces conditions de stockage posent encore problème. Comment veux-tu que des fûts comme cela ne percent pas ? On ne me raconte pas d'histoire. Catastrophe. Il n'y a aucune fierté du travail ou de la responsabilité qu'on a par rapport à ça. Quoi. Catastrophe. La honte. J'ai honte d'y avoir participé d'ailleurs. Sur une vidéo interne, la direction du centre de stockage explique que ces fûts ont été réemballés et ne posent plus problème. Certains ont été reconditionnés puis restockés dans de nouveaux ouvrages adaptés. Techniquement, la situation était donc maîtrisée. Qu'en est-il réellement ? Autour de l'immense talus qui recouvre les déchets, nous avons rendez-vous avec les bénévoles de l'ACRO. On va faire notre petit prélèvement habituel. Le laboratoire indépendant de contrôle de la radioactivité. Nous les suivons dans leur prélèvement mensuel autour du centre de stockage de déchets. Première étape, ce cours d'eau qui prend sa source dans la nappe phréatique, juste sous les déchets. Les bénévoles de l'ACRO vont relever le niveau de pollution en éléments radioactifs, en particulier le tritium. Alors là, on va faire un prélèvement d'eau pour analyser le tritium. Donc c'est un élément, c'est l'hydrogène radioactif qui est aujourd'hui le contaminant principal des nappes phréatiques qui alimente cette rivière. Si vous trouvez du tritium, ça veut dire que ça fuit là-haut ? Tout à fait. Depuis 30 ans, tous les cours d'eau autour du centre de stockage de déchets sont contaminés en tritium. Y compris ceux qui débouchent dans les habitations, comme dans ce hameau, quelques centaines de mètres plus loin. Dans ce puits, chez des particuliers, les taux de tritium, l'hydrogène radioactif, dépassent largement la normale. Dans cette eau, il y a du tritium qui arrive directement du centre de stockage de déchets de là-haut ? Oui, tout à fait. Il y a environ 4 à 500 becquerels de tritium par litre d'eau, donc qui découle directement de la nappe phréatique qui a été contaminée par le centre de stockage de la Manche. Selon les normes en vigueur, cette eau est potable. Mais 500 becquerels de tritium par litre, c'est tout de même 500 fois plus que le taux naturellement présent dans les cours d'eau. Et selon les scientifiques de l'ACRO, ces fuites de tritium sont les prémices des fuites d'autres éléments radioactifs plus dangereux. À ce moment-là, nous commençons à avoir un sérieux doute sur l'étanchéité de la poubelle nucléaire de La Hague. La direction du centre nous avait pourtant assuré que l'impact du site sur l'environnement était négligeable. Ce site, il est de plus de 1000 fois inférieur à l'impact de la radioactivité naturelle. Alors, nous avons réinterrogé Florence Espiet, sa directrice, avec en main les résultats d'analyse des cours d'eau. Cette maquette représente une coupe du site. Et apparemment, il y a un mot qu'il ne faut surtout pas prononcer, le mot fuite. On ne va pas parler de fuite, ça n'a pas de sens. On parle de relâchement. Le relâchement, il est produit par la décroissance radioactive des colis qui produit différents radionucléides
par décroissance, dont le tritium. Et le tritium est un élément gazeux. D'accord. Là, on n'a pas vraiment compris s'il y avait fuite ou non. Réessayons. Pour le grand public, le fait Non, pour le grand public, c'est important de savoir. Le fait qu'un radioélément sorte des déchets. Oui, mais le fait qu'un radioélément sorte. Ça n'a pas de sens sur ce site. Ça a un sens que. C'est un relâchement gazeux Qui est la différence qui est normal sur ce type de stockage. D'accord. L'enjeu, c'est quand même de comprendre si un radioélément, quelque chose de radioactif, s'échappe de ces déchets. Et la réponse est oui. Du tritium. Du tritium s'échappe. Donc le grand public peut appeler ça une fuite. Vous vous dites que c'est pas une fuite, mais dans les faits, c'est du tritium qui s'échappe des colis de déchets dans l'environnement. Du tritium qui s'échappe par relâchement à quelques pourcentages. D'accord. Donc négligeable. Oui. Une fuite et un phénomène de relâchement, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Vous avez compris la différence? Nous non plus. En nucléaire, le diable se niche dans les détails de vocabulaire. Résumons. Non seulement ces déchets remplissent 137 piscines olympiques, mais en plus, ces piscines fuient. Et ce n'est pas tout. Des déchets nucléaires, il y en a encore plus. Pour le comprendre, il faut revenir au processus de fabrication du combustible. La France a besoin d'uranium pour alimenter ses 58 réacteurs. De l'uranium venu par exemple du Niger, où il est extrait des mines par Areva. Il est purifié avant d'être importé en France, par bateau. Dans les usines françaises d'Areva, cet uranium est enrichi. Mais cette opération crée énormément de déchets. Explication. Pour chaque kilo d'uranium enrichi, il faut appauvrir 7 autres kilos d'uranium. Que devient cet uranium appauvri? L'industrie nucléaire n'en parle jamais. Pour en retrouver la trace, il faut se rendre à Bessines, dans le Limousin. C'est ici, en pleine campagne, qu'Areva stocke tout cet uranium. Je crois qu'on est pas loin. Ah, à droite, là, regarde. Je pense qu'on va se mettre à droite, juste après ça. Pour accéder au site, il faut s'éloigner de la route de quelques centaines de mètres. Ce qu'on découvre ensuite ressemble à tout, sauf à un site nucléaire. Alors, on est pile sur le point de vue, là. On les voit beaucoup mieux. Derrière ce grillage, de simples hangars en tôle, comme ceux utilisés en agriculture. 1, 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. À l'intérieur de ces 10 hangars, l'uranium est entreposé sous forme de poudre. Dans ces containers verts, comme on le voit sur ces photos prises par Areva. Un stockage dénoncé par Antoine Gattet, membre d'une association écologiste locale. Il se bat contre ces hangars depuis que les premiers containers d'uranium sont arrivés, en 1995. Les Limousins, ils n'en voulaient pas de ça. Ils ne voulaient pas assumer les déchets uranium appauvris issus de cette filière-là. On leur a dit à l'époque, c'est pas un stockage, vous inquiétez pas, c'est un entreposage temporaire. 20 ans plus tard, il est toujours là. On nous annonce qu'il va être là pour encore très longtemps. Et dedans, il y a des matières dont la durée de vie, c'est 4,5 milliards d'années au niveau de la dangerosité. Ce stockage est pourtant légal. Car cet uranium appauvri inutilisé, ni la loi ni Areva ne le considèrent comme un déchet. La société Areva nous dit, mais non, c'est pas des déchets, c'est des choses qui peuvent être potentiellement réutilisées dans 50 ans. Et du coup, on les entrepose pas, on les stocke pas comme des déchets, c'est-à-dire on n'a pas les conditions de stockage d'un déchet. On peut pas mettre une poubelle d'ordures ménagères dans un truc comme ça, hein, pour le dire clairement. On fait miroiter le fait que ces déchets, grand miracle, c'est pas un problème, parce que c'est ces matières premières du futur. Ça c'est pour nous, c'est le mythe total. En 30 ans, ici, Areva a déjà accumulé 160 000 tonnes d'uranium appauvri. Et dans les années à venir, le site de Bessines recevra 40 000 tonnes supplémentaires d'un uranium que personne n'utilise, mais que personne ne veut appeler déchet. Vous vous souvenez de la piscine olympique? Celle où tous les déchets du nucléaire devaient tenir? Nous étions déjà à 137 piscines.
Si l'on compte tout l'uranium stocké à Bessines, il faut encore en ajouter 40. Total, 177. Les déchets radioactifs français, pour tout le parc nucléaire sur les 30 ans de fonctionnement et les 58 réacteurs, c'est la taille d'une piscine olympique. Mais ça n'est pas encore fini. Reprenons le cycle de l'uranium. Ce qui a été enrichi est transformé en barres de combustible, puis envoyé dans nos 58 réacteurs. Ce combustible a une durée de vie de 18 mois. Après utilisation, cette matière usée est envoyée tout au nord du Cotentin, direction l'usine de retraitement de la Hague. Les 20 derniers kilomètres se font en camion. Des convois exceptionnels que l'on croise parfois aux abords de l'usine. Ces camions, qui transportent le combustible usé, circulent à train de sénateurs avec escorte policière. Quelques kilomètres plus loin, nous arrivons à l'usine de retraitement de la Hague. La plus grande usine nucléaire du monde. Elle est gérée par Areva. Nous avons rendez-vous avec un des responsables de l'ONG Greenpeace, Yannick Rousselet. Il connaît parfaitement le procédé de tri du combustible usé, ce qu'Areva appelle le retraitement. Tous les combustibles de toutes les centrales arrivent ici. Là, on va décharger ça pour les mettre en piscine. Et là, ça va rester entre 5 et 7 ans pour refroidir encore avant de pouvoir faire les opérations dites de retraitement, donc pour séparer les différents éléments. Areva a refusé notre demande de tournage. Sur son site internet, voilà comment l'entreprise présente son activité. Les barres de combustible sont découpées en plusieurs parties. Ensuite, le retraitement de la matière commence. L'objectif affiché par Areva est simple. Cette opération doit permettre d'obtenir très peu de déchets. Dans les gaines de cet assemblage, 96% des matières présentes sont recyclables. 95% d'uranium, 1% de plutonium et seulement 4% de produits de fission, ce sont les déchets. 4% de déchets donc. Et surtout, une promesse. Tout le reste serait recyclable. 1% de plutonium est réutilisé pour faire un nouveau combustible. Mais il reste encore 95% de l'uranium appauvri. Comment est-il recyclé? Cette matière, qu'Areva appelle uranium de retraitement, ne va pas rester longtemps à la Hague. Donc l'immense majorité de ce qui arrive ici, ça repart d'ici sous forme d'uranium appauvri. Alors absolument, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un uranium appauvri qu'on va mettre dans des containers. Ces containers de forme cubique, on va les remettre sur des trains. Où part cet uranium de retraitement? Nous avons pris le train et suivi son parcours. Depuis le Cotentin, cap sur le sud-est de la France. C'est ici, à Tricastin, qu'Areva expédie son uranium de retraitement. Alors, comment cet uranium est-il recyclé? Quelle est sa nouvelle utilisation? Depuis l'extérieur, impossible de voir les locaux où il est entreposé. Pour cela, il faut prendre de la hauteur, au bout d'un sentier. Nous sommes accompagnés d'un militant écologiste local. Le canal sert à refroidir. Ça, c'est une vue aérienne du site qui est en face de nous, là. Ouais. Expliquez-moi, selon ce que vous savez, il est stocké où cet uranium qui arrive de la Hague? Alors là, on a le canal du Rhône, le nord, le sud, les quatre réacteurs actuels. Et donc du coup, on a les bâtiments de stockage qui sont ici, là, sur l'extérieur, sur l'ouest du site. Ce serait ici, là, c'est ça? Voilà. Au loin, on aperçoit ces bâtiments. 10 hangars au total. Nous avons demandé à Areva de pouvoir les visiter. L'entreprise a refusé. Mais elle nous a envoyé des images, filmées par ses propres équipes. Elles n'ont jamais été montrées à la télévision. On y découvre ce qu'il y a à l'intérieur de ces hangars. L'uranium venu de la Hague dort dans ses fûts bleus et noirs. Il est stocké, ni plus ni moins. Et surtout, il n'a pas bougé depuis des décennies.
Moi, je découvre les images, là, je suis un peu stupéfait quand même. Hein. Ah ouais, Ça, c'est la preuve que le recyclage n'est pas du recyclage? Ouais, voilà. Si c'était recyclé, ce serait pas là. On l'aurait envoyé ailleurs, dans des centrales, en France ou à l'étranger, mais en tout cas, ce ne serait pas des bâtiments pleins à craquer, parce que là, on voit qu'il n'y a quand même pas plus beaucoup de place libre. Hein. Areva préfère communiquer sur le recyclage, mais en réalité, le logo du recyclage, c'est la flèche, les deux flèches qui tournent en rond, qui montrent la boucle vertueuse du recyclage. On voit qu'en fait, la boucle, elle s'arrête ici, en fait, elle ne boucle pas, elle s'arrête sur ces bâtiments qui sont derrière nous. À Tricastin, l'uranium censé être recyclable s'accumule. On en compte 27 000 tonnes aujourd'hui. Avec cette information en tête, le bilan du retraitement est bien différent du discours d'Areva. Reprenons les chiffres du géant du nucléaire. Dans le combustible usé, il y a bien 4% de déchets ultimes et toujours 1% de plutonium réutilisé. Mais les 95% d'uranium stockés à Tricastin peuvent très bien être considérés comme des déchets. Vous voyez le problème ? Si on inclut cet uranium dans les déchets, 99% du combustible n'est pas recyclé. Areva a refusé toutes nos demandes de tournage dans ses usines. Mais elle a accepté de répondre à nos questions, à son siège parisien. Le directeur des déchets et autres matières radioactives nous reçoit. Il s'accroche à son discours et à ce qu'il appelle du recyclage. Attention, nouveau cours de vocabulaire nucléaire. Qu'est-ce qu'il arrive à cet uranium de retraitement une fois qu'il sort de la Hague? Donc il est destiné à un stockage? Oh, pas du tout. Aujourd'hui, c'est un entreposage. Donc c'est un entreposage, ça veut dire on le dispose, on le met dans des conditions sûres en attendant sa réutilisation. Donc dans l'immense majorité, l'uranium de retraitement n'est pas réutilisé? Aujourd'hui, mais ça ne présage en rien du futur. C'est quand même une conception étrange du recyclage. La définition du dictionnaire pour recyclage, c'est remettre dans le circuit. Et là, il n'est pas remis dans le circuit. Donc c'est pas du recyclage ce que vous faites. Je ne pense pas travestir la réalité en disant je fais du recyclage. Par ailleurs, on a toujours été très clair quand on communiquait dessus. Hein, c'est 96% de matière recyclable. On n'a jamais dit recyclé. Donc voilà, c'est très précis. Je pense que tout le monde le sait. C'est infime comme différence. Bon, je pense pas, non. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens entre recyclage et recyclable. Je pense que c'est assez clair. On a toujours travaillé en pleine transparence par rapport à ça. C'est clair? Merci. Le nucléaire propre, ce ne serait donc pas un mensonge, seulement un problème de vocabulaire. Areva affirme que ce problème sera réglé au siècle prochain. Oui, en 2100, quand de nouveaux réacteurs seront capables de recycler tout cet uranium qui embête Areva. Mais ça, évidemment, on vous laisse libre de le croire ou pas. Au fait, on en est où de notre décompte de piscines olympiques? Si l'on ajoute l'uranium de Tricastin, il faut 6 piscines de plus. Total, pour toute la filière nucléaire, 183 piscines olympiques, et non pas une. Le troisième et dernier mensonge du nucléaire se cache un peu partout dans notre quotidien. Et beaucoup dans nos factures d'électricité. Le nucléaire serait une énergie pas chère. Très longtemps, cet argument du prix a été le dernier recours des pro-nucléaires. Notre choix d'avoir une énergie pas chère, abordable, est un choix stratégique pour la nation. La filière nucléaire, c'est la garantie pour vous d'une énergie à bon marché. Vous allez le voir, ça aussi, c'est de plus en plus faux. Voilà le principal problème aujourd'hui, les 58 réacteurs nucléaires d'EDF. Ils sont en fin de vie, usés. Pendant des années, EDF a négligé leur entretien et sous-investi dans les travaux de maintenance. Aujourd'hui, l'électricien veut rattraper ce retard et prolonger leur fonctionnement de 10 ans. Cette opération a commencé en 2012 et va demander d'énormes travaux, qui vont coûter très cher. Combien ? En mai 2014, à l'Assemblée nationale,
se tient une commission d'enquête sur le coût du nucléaire en France. Interrogé sur les sommes à investir pour prolonger nos centrales, le PDG d'EDF de l'époque, Henri Proglio, évoque alors un chiffre très précis. Cette opération, nous l'avons estimée, réestimée, validée à 55 milliards d'euros. 55 milliards, un chiffre astronomique, qui a déjà commencé à avoir un impact sur la facture d'électricité des Français. Entre 2010 et 2015, en effet, le prix de l'électricité a augmenté de 20%, du jamais vu. À Paris, un homme est bien placé pour voir les conséquences de cette hausse. Ouh, il fait pas chaud ici. Jean Gobert est le médiateur national de l'énergie. Il a pour mission notamment de défendre les Français qui ont du mal à payer leurs factures. Toute la journée, au téléphone, les cas se suivent et souvent se ressemblent. Et là, actuellement, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous chauffer? Non, du tout. 8 millions de Français seraient des précaires énergétiques. Ils consacrent plus de 10% de leurs revenus à payer électricité et chauffage. Comme cette dame au bout du fil. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame. Vous avez été débité par EDF d'un montant de 350 €, c'est ça? Oui, c'est ça madame. Est-ce qui vous met en grande difficulté financière? Oui, tout à fait, oui. Cette somme, c'est l'argent de mes enfants, hein. C'est mon RSA, hein. C'est l'argent, voilà, c'est l'argent du mois et c'est pour payer mes factures de loyer, enfin. Oui, voilà. donc on fait passer ça en priorité pour très essayer bien, d'améliorer la madame, situation. Bonne journée, au revoir madame. C'est le quotidien. Ça est autre chose, mais... Pour le médiateur, aucun doute. Le retard pris par EDF dans l'entretien de ces centrales porte un sacré coup au mythe du nucléaire pas cher. La promesse à l'époque, c'était de dire l'électricité sera bon marché pour les Français. Est-ce que c'est pas un échec, cette promesse-là? Pendant une longue période, l'électricité en France a été plus basse. Le prix a été beaucoup plus bas que dans les autres pays. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, y compris sur l'entretien régulier du parc électronucléaire, ce qui conduit aujourd'hui à des frais importants pour le remettre à niveau. Je pense que l'excès d'optimisme de certains nous coûte cher aujourd'hui. Et peut-être même encore plus cher que prévu. Car le chiffre annoncé à l'Assemblée... Nous l'avons estimé, réestimé, validé à 55 milliards d'euros. Ces 55 milliards pourraient bien être encore un mensonge. C'est ce qu'a découvert un enquêteur de l'ONG Greenpeace. Je suis venu avec mon assistant. Cyril Cormier travaille depuis des années sur l'industrie nucléaire et ses cachotteries. Un jour de janvier 2014, Ça tourne? en cherchant sur Internet, il tombe sur ce document interne à EDF qui s'adresse aux spécialistes. On voulait voir exactement combien ça coûtait, si le 55 milliards annoncé par EDF était réel ou non. Et donc on s'est mis à chercher un petit peu sur le net et on a vu qu'EDF avait cette magnifique PowerPoint dans lequel il y a des surprises et qu'on a réussi à découvrir. Montrez-moi ce qu'il y a dedans. Alors, donc il y a beaucoup de blabla, mais il y a une courbe qui nous a vraiment intéressés. C'est celle-ci, c'est celle d'investissement financier. En orange, EDF a fait apparaître les grands travaux nécessaires pour allonger la durée de vie de ces centrales. Ce qui doit théoriquement coûter 55 milliards d'euros, dont 10 milliards pour améliorer la sûreté après Fukushima. Sauf que cette somme ne correspond en réalité qu'à une petite partie du graphique, de 2012 à 2025. Ben, en réalité, EDF, il parle de cette période-là, voilà, entre mes deux mains. Et quand on regarde la réalité, c'est une période beaucoup plus vaste. La partie orange, ce qui est censé faire 55 milliards, ça fait combien en fait? Du coup, on a compris que le chiffrage de tout cela, c'était pas 55 milliards, mais plutôt 120 ou 130 milliards. À l'Assemblée nationale, un élu vert s'est fait un malin plaisir d'utiliser ce document. Denis Baupin. Il est le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les coûts du nucléaire. Plusieurs mois d'audition, pendant lesquels tous les acteurs de la filière ont défilé. Ce jour-là, Denis Baupin présente le document interne d'EDF. Face à lui, le numéro 2 de l'entreprise, Hervé Macheneau. C'est l'occasion de lui projeter sous les yeux la courbe et puis de lui demander de la commenter. Globalement, il n'a pas eu l'air très à l'aise. Ouais, c'est ça.
Enfin, ma dernière question, c'est concernant la courbe qui vient d'être distribuée et qui est assez frappante et sur laquelle j'aimerais avoir vos commentaires. Les 55 milliards qui nous ont été annoncés jusqu'à 2025, en fait, il faut sans doute y ajouter une bonne part de coûts supplémentaires extrêmement significatifs en termes d'investissement. On a dit que ça représentait 55 milliards entre 2012 et 2025. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne fait plus rien et qu'avant, on n'a rien fait. Ce qui veut dire donc que la partie qui est avant 2025, c'est 55 milliards, mais que l'ensemble, c'est plus que 55 milliards. Mais non, mais un outil industriel, une usine, c'est une exploitation permanente, c'est une maintenance permanente. Non, mais par définition, ce qu'on a dit, c'est que... Évidemment, la réalité, on le voit bien dans la gêne qu'il a à ce moment-là, c'est que la réalité, c'est plus que 55. C'est troublant quand même. Ah bah depuis des années, de toute façon, le nucléaire essaye de faire croire qu'il n'est pas cher quand il est cher. Et donc, on sous-évalue tous les coûts. Je pense qu'il est temps qu'on tire les enseignements du fait qu'à chaque fois qu'on nous a vendu des projets en matière de nucléaire, on nous a menti sur les prix et qu'il faut peut-être parfois multiplier par 2 les prix pour avoir les vrais prix. Multiplié par 2 pour avoir le vrai coût. Même la Cour des comptes est d'accord. En mai 2014, elle a publié ses propres estimations du coût des travaux pour EDF. Il ne s'élèverait pas à 55, mais à 110 milliards d'euros. Pile le double. Notre facture d'électricité n'a donc pas fini de grimper. Combien de temps la France va-t-elle s'accrocher au nucléaire? En 2012, juste après son élection, François Hollande a fixé un objectif. La part du nucléaire dans la production d'électricité sera ramenée de 75% à 50% à l'horizon 2025. Mais ces nouvelles promesses n'engagent que ceux qui les croient. Alors, quelque part, non loin d'une centrale, nous avons abandonné nos illusions d'un nucléaire sûr, propre et pas cher.